Section 7 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 7. La battue au loup. Le lendemain, pendant les premières heures de la matinée, une foule immense affluait à Mercoire. Le ban publié par les États de la province, la prime énorme promise à l'heureux chasseur qui abattrait la bête du Gévaudan, et plus que tout cela le désir ardent de délivrer le pays du monstre qui causait tant de maux, décimait tant de familles, avait déterminé ce concours extraordinaire. Au dire des historiens, plus de 30 paroisses du Gévaudan, du Rouergue et de l'Auvergne s'étaient levées en masse pour assister à cette battue. Des populations entières arrivaient incessamment conduites par leurs seigneurs ou même par leurs curés. On voyait dans ces groupes jusqu'à des femmes et des enfants. Parmi ces chasseurs, les uns portaient des fusils, des pistolets, des tromblons. C'étaient ceux qui aspiraient aux fonctions de tireurs dans la battue annoncée. Les autres, beaucoup plus nombreux, avaient seulement des bâtons pour frapper sur les broussailles, ou bien des cornes de bœuf, des crécelles, des trompettes fêlées, des tambours et jusqu'à des chaudrons hors de service, tous instruments propres à faire un vacarme infernal. Ces gens devaient se contenter des fonctions plus modestes de traqueurs ou rabatteurs. Du reste, les chasseurs de l'une et de l'autre catégorie, obéissant à la consigne sévère de la Roche-Boisseau, qui, en sa qualité de lieutenant de louveterie, devait commander toutes les manœuvres, gardaient le silence en attendant l'heure d'agir. Aucun cri, aucun son de cor ou d'aboiement de chien n'avait encore éveillé la vigilance des animaux sauvages dans la profondeur des bois. On comprend sans peine que cette foule considérable n'avait pu trouver d'asile ni dans le village de Mercoire ni dans le château, encombré de monde depuis la veille. Quelques gentilshommes seulement avaient été invités à se réunir aux personnes de distinction qui recevaient l'hospitalité de mademoiselle de Barjac. Les autres chasseurs campaient par tribus, soit sous les grands arbres de l'avenue, soit sur l'espèce d'esplanade qui s'étendait devant le manoir. Et des gardes forestiers, des piqueurs, revêtus de l'uniforme bleu de la louveterie, se promenaient au milieu de cette multitude bariolée pour maintenir l'ordre. Comme ces braves gens, venus de fort loin pour la plupart, avaient apporté leurs provisions de bouche, le couvert était mis çà et là sur des manteaux, et l'on déjeunait avec autant de gaieté que d'appétit. Le temps était assez beau, mais brumeux, et le soleil avait peine à percer le brouillard. On ne distinguait que confusément la forme des montagnes les plus voisines, et cette circonstance pouvait faire manquer la battue, en ce qu'elle permettrait peut-être au loup de se dérober à la vue des tireurs. Néanmoins, on ne désespérait de rien. Chacun se vantait de prouesses qu'il allait accomplir, si le hasard le favorisait. Traqueurs et tireurs, animés par le récit des méfaits de l'animal scélérat, attendaient avec une extrême impatience l'ordre de se mettre en marche. Mais le temps se passait, et l'ordre n'arrivait pas. Cette inaction inquiétait les moins expérimentés, incapables de comprendre que le succès de l'attaque dépendit surtout des opérations préliminaires. La Roche-Boisseau était partie depuis le matin, avec un excellent limier et quelques veneurs habiles pour faire le bois, c'est-à-dire pour s'assurer si la bête se trouvait encore dans la forêt de Mercoire, et pour reconnaître dans quelle partie de cette forêt elle s'était réfugiée aux approches du jour. Mais ni le baron, ni aucun de ceux qui l'accompagnaient n'avait encore paru, et tant qu'il ne serait pas de retour, il était impossible de tenter quelque chose, car on eût risqué de compromettre le résultat de l'entreprise. Enfin, vers les 9 heures, au moment où l'on commençait à croire que veneurs et limiers avaient été dévorés par la terrible bête, un petit groupe de 3 ou 4 personnes, dont l'une conduisait en laisse un magnifique chien courant, sortit du bois et se dirigea vers la foule. Aussitôt, tout fut en rumeur. On avait reconnu le lieutenant de louveterie, lui-même à son brillant uniforme. On l'entoura, on le pressa de questions. Avait-il trouvé la bête? Dans quelle portion du bois était-elle cantonnée? La chasse devait-elle réussir? Mais le baron ne semblait pas avoir ni le loisir ni la volonté de répondre. Il se contenta de donner d'une voix brève ses ordres aux piqueurs et aux gardes, qui se mirent aussitôt en devoir de les transmettre aux chasseurs. Dès qu'il vit tout le monde sur pied, la Roche-Boisseau, sans s'inquiéter des salutations et des marques de respect qu'on lui prodiguait, s'avança rapidement vers le château. En ce moment, la noble compagnie de Mercoire vaquait aussi à l'agréable occupation du déjeuner.
De vastes tables étaient en permanence dans le salon et la salle à manger. Les veneurs, déjà en costume de chasse, les uns debout, les autres assis, faisaient bruyamment honneur au repas. Mademoiselle de Barjac, toujours vêtue de sa robe d'Amazone, la tête nue, allait continuellement d'une table à l'autre, au grand désespoir du chevalier de Magnac et de la sœur Magloire, qui ne pouvaient la suivre. Christine se montra fière et heureuse de tout ce mouvement, de tout ce bruit. Elle causait, elle riait. Son visage vermeil exprimait la plus franche gaieté. Elle ne semblait plus se souvenir du pauvre jeune homme blessé qui lui avait, peu d'heures auparavant, causé de si vives alarmes, et qu'elle avait porté dans ses bras. Seulement elle manifestait une sorte de confusion quand par hasard on faisait allusion à sa brusque retraite de la soirée précédente. Dès que parut le baron de la Rocheboisseau, le front baigné de sueur et les vêtements humides de la rosée matinale, tous les regards se tournèrent vers lui, toutes les voix l'interrogèrent à la fois. « Bonne nouvelle, ma charmante châtelaine !» s'écria-t-il en saluant Christine qui s'avançait curieusement comme les autres. « Bonne nouvelle, messieurs les veneurs. Vous avez 10 minutes pour achever votre déjeuner, pour aller prendre vos fusils et pour vous rendre au poste du bois brûlé, là-bas dans les fonds de la Monadière. Vous avez donc détourné la bête ? Demanda-t-on avec empressement. Par la grâce de Dieu et de Saint-Hubert, le patron des chasseurs, reprit le baron. Au bois brûlé, buisson d'une 30aine d'arpents, j'ai eu connaissance d'un loup qui, si j'en juge par un beau revoir, est grand, vieux et de la plus énorme taille. Après m'être assuré que l'animal n'avait pas vidé l'enceinte, j'ai fait entourer le buisson en silence pour empêcher le compagnon de nous brûler la politesse. Maintenant traqueurs et rabatteurs sont en marche pour ce canton, où mon premier valet de vénérie, le père Laramé, va les placer à mauvais vent. Pour nous, comme je vous l'ai dit, il nous faut être dans 10 minutes à nos postes de tir, car la bête effrayée serait capable de nous fausser compagnie, avant que nous ayons eu le temps d'aller frapper à la brisée. Des vivats, des félicitations accueillirent ce rapport. La plupart des chasseurs présents sortirent aussitôt pour courir au rendez-vous indiqué, espérant sans doute que les premiers arrivés auraient les places les plus avantageuses. Quant au baron, en homme qui comprenait le prix du temps, il avança le bras par-dessus la tête d'un convive obstiné, saisit un morceau de pain et de jambon, et se mit à déjeuner debout, tout en répondant distraitement aux questions dont on l'accablait. Comme ce repas quasi militaire tirait à sa fin, mademoiselle de Barjac s'approcha, tenant à la main un verre de muscat de Lunel. « Vous permettrez bien à la dame de Séan de vous offrir le coup de l'étrier, mon cher baron, » dit-elle en lui présentant le verre d'un air souriant. « Vous avez déjà vaillamment besogné pour son service ce matin, et la journée sera rude, je crois. » La Rocheboisseau s'inclina profondément, et afin de reconnaître la politesse de Christine, il vida le verre d'un trait. Un autre dirait que notre gracieuse châtelaine veut enivrer ses hôtes d'amour et de vin, reprit-il, mais elle ne permet pas de pareilles galanteries. J'aime donc mieux lui demander si elle se souvient encore de sa promesse d'hier au soir. Morbleu, si je m'en souviens, n'est-ce pas mon devoir, comme maîtresse en ce domaine, de suivre le chef de la chasse? Je m'attache à vous, baron, et je ne vous quitte pas. La Rocheboisseau était ravie de cette persistance, qui comblait ses vœux secrets, mais il eut grand soin de n'en rien faire paraître. Mademoiselle, reprit-il, mon poste sera toujours en avant de la première ligne de tireurs, et sous le couvert les accidents ne sont malheureusement pas rares, mais je m'efforcerai de vous préserver de toute atteinte. D'ailleurs, ajouta-t-il d'un sourire moqueur, vous serez sans doute sous la protection de votre intrépide garde du corps. Et il désignait par un mouvement de tête le chevalier de Magnac qui se tenait roi d'effroi sur ses longues jambes, à 4 pas derrière sa jeune maîtresse. « Foin du garde du corps !» répliqua Christine à voix basse en faisant la moue. La Rocheboisseau cligna des yeux comme s'il méditait une malice contre l'importun, et Christine approuva par un sourire. « Eh bien, mademoiselle, reprit le baron de son ton léger, vous ne nous parlez pas de ce tendre agneau échappé si heureusement à la dent du loup, et qui semble vous inspirer tant de pitié? Comment vont ces bobos ce matin? Je n'en sais rien, balbutia Christine qui devint cramoisie. J'aurais cru que vous seriez plus impatiente de vous informer de ces nouvelles. Hier vous l'avez traité avec une affection qui a fort excité notre envie. Vrai Dieu! On se laisserait déchirer, non seulement par un loup, mais par tous les lions de l'Arabie, pour mériter de reposer un instant sa tête sur votre épaule.
Je ne comprends pas. Je ne sais plus ce qui s'est passé. La vue du sang m'avait troublé l'esprit. Mais vous me faites songer que ce matin, j'ai négligé de m'informer de l'état de ce pauvre blessé. Oui, sur ma foi, au milieu de tant de soins divers, je l'ai oublié, complètement oublié. En parlant ainsi, elle se retournait à droite et à gauche d'un air embarrassé, pour échapper à l'œil perçant de son interlocuteur. En ce moment, le père Bonaventure entrait dans la salle, où se trouvaient seulement quelques dames et quelques invités trop sensibles au charme de la table. Le prieur, avec le secours de sœur Magloire et des femmes du château, avait réparé le désordre de ses vêtements de religieux. Sauf la légère pâleur empreinte sur ses traits bienveillants, rien dans son extérieur ne trahissait plus les fatigues et les émotions de la veille. Christine courut à lui. « Bonjour, révérend père, » dit-elle. « Je vois avec plaisir que vous êtes frais et reposé ce matin. Mais voici monsieur de la Rocheboisseau, qui désire avoir des nouvelles de votre jeune parent, et je ne puis lui en donner. Si cet intérêt subit est une réparation de ses torts envers mon neveu et envers moi, répliqua le père sèchement, j'en remercie monsieur le baron. Sauf un court accès de fièvre, l'état de ce pauvre enfant s'est beaucoup amélioré, et le docteur assure que d'ici à peu de jours, il n'y paraîtra plus. Mais vous, mademoiselle, poursuivit-il avec douceur en s'adressant à Christine, vous ne pouvez ignorer ce favorable changement. La chère sœur Magloire, qui est venue 3 ou 4 fois déjà dans la chambre du malade, a dû vous dire. Est-ce que je fais attention à ce que dit sœur Magloire? Répliqua la jeune fille avec impatience. Vous avez tort, mademoiselle, car la sœur est une sage et discrète personne qui vous aime de tout son cœur. Mais j'avais cru reconnaître votre voix ce matin dans la galerie qui précède la chambre de Léonce. Une personne épienne et religieuse, à chacune de ses sorties et s'enquérait avec bonté. Ce n'était pas moi, répliqua Christine. Mais allons, monsieur de la Rocheboisseau, l'on n'attend plus que nous. Je vais faire mes préparatifs. Je vous rejoins à l'instant. Elle salua et sortit en courant, comme heureuse de se soustraire à une torture morale. Le baron et le père Bonaventure étaient restés en face l'un de l'autre. Le père un peu pensif, le baron radieux et triomphant. Eh bien, mon révérend, reprit celui-ci d'un ton moqueur, le vent a complètement tourné depuis hier soir. Souvent femme varie, comme dit François Ier. Bien folle et qui s'y fie, répliqua le moine avec un sourire, en achevant le proverbe. Êtes-vous bien sûr, monsieur le baron, que le vent est tourné? La Rocheboisseau devint rêveur à son tour. Semble, révérend père, demanda-t-il enfin avec colère. Quel rôle jouez-vous donc, vous, un religieux, dans tout ceci? Celui d'un humble instrument de la Providence, monsieur. Un instrument dont Dieu veut sans doute se servir pour protéger les purs et les simples de cœur contre les méchants et les superbes. Il sortit et alla rejoindre son cher blessé. La Rocheboisseau le suivit des yeux en hochant la tête. Il a peut-être raison, murmura-t-il. Peut-être, en effet, ce changement subit n'a-t-il d'autre cause que la réaction d'une pudeur exagérée contre les démonstrations exagérées d'hier au soir. Décidément, il ne faut pas perdre de temps et jouer serré. Il allait sortir lui-même, quand il aperçut dans un coin de la salle, alors presque déserte, son ami Legris, qui semblait l'attendre. « Legris, lui dit-il à voix basse, m'avez-vous apporté les 200 pistoles dont j'ai besoin, pour faire des gratifications aux piqueurs et aux gardes? Mon cher baron, répliqua le fils de l'usurier, d'un air embarrassé, je vous avouerai que mon père est un avare et un ladre, interrompit la Rocheboisseau avec dépit. De grâce, ne vous fâchez pas. Vous lui devez déjà tant d'argent. Mais s'il vous manque, moi, votre ami, ne suis-je pas toujours à votre service? Or mon père m'a remis pour mes menus plaisirs une 40aine de louis, que je vous offre volontiers. Bien, je comprends, dit la Rocheboisseau, avec une légère grimace de mépris. Enfin, j'accepte, maître Legris. Vous remettrez cette somme à mon piqueur Laramée, et je vous en tiendrai compte la première fois que je serai heureux au jeu. Je dois convenir que vous n'êtes pas un méchant garçon, Legris, et que vous ne ressemblez en rien à votre... Eh bien, je vais vous donner une nouvelle preuve de confiance en vous demandant encore un bon office. Parlez, cher baron, de quoi s'agit-il? Voici. Vous vous êtes engagé, n'est-ce pas, à vous tenir constamment auprès de mademoiselle de Barjac pendant la chasse. Il est vrai, et c'est un honneur, auquel vous renoncerez. Je vous prie au contraire de vous tenir, pour aujourd'hui, le plus loin possible de notre belle sauvage et de moi. Allons, si vous l'exigez, ce n'est pas tout. Il vous faudra encore empêcher cet insupportable chevalier de Magnac ou tout autre importun
de se mettre entière avec mademoiselle de Barjac et avec moi. Me promettez-vous cela, mon ami? C'est un véritable sacrifice que vous me demandez, la Rocheboisseau, car notre hôtesse est une ravissante créature. Enfin, je me dévouerai pour vous plaire. Mais prenez garde, mon cher baron. Quoique j'ignore votre projet, il me semble que vous engagez une grosse partie. Mademoiselle de Barjac est entourée de gens puissants, de serviteurs fidèles. Ce chevalier de Magnac, notamment, avec sa mine refrognée et ses manières ridicules, n'entendrait pas la plaisanterie. Et s'il avait des soupçons? Il en a, et c'est pour cela que votre secours m'est nécessaire. Vous m'avez prouvé de longue date votre amitié, le Gris, et je sais combien votre esprit est fertile en ressources. Je compte donc sur vous pour amuser ce Cerbère pendant la chasse, et j'ai la certitude que mon espoir ne sera pas trompé. Ces flatteries, adroitement calculées, avaient pour but d'enflammer le zèle du jeune bourgeois gentilhomme. Aussi le Gris, malgré la répugnance qu'il avait montrée d'abord, promit-il tout ce qu'on voulut, et les deux amis se séparèrent. Peu d'instants après, la Rocheboisseau et mademoiselle de Barjac étaient à cheval dans la cour du château, lui monté sur une fine bête de race limousine, elle sur son favori bûche. Christine portait en bandoulière une élégante carabine damasquinée en or qui avait appartenu à son père. Le baron, outre son couteau de chasse, à gaine de velours bleu semé de têtes de loup en argent, était armé d'une grosse carabine de Saint-Étienne, plus remarquable par sa précision et sa portée que par la richesse des ornements. Du reste, comme il s'agissait non d'une chasse à courre, mais d'une simple battue, l'ordre avait été donné que tous les chasseurs se rendraient à pied au bois brûlé, sauf le lieutenant de la louveterie et la dame du château. Encore devaient-ils mettre pied à terre l'un et l'autre dès qu'on approcherait de la ligne des tireurs, afin de prévenir toute cause d'accident. Cet ordre paraissait déconcerter beaucoup le pauvre chevalier de Magnac, qui, pour raison à lui connue, eût fort souhaité de ne pas perdre de vue sa belle et imprudente maîtresse. Comme elle allait partir avec le galant louvetier, il accourut tout effaré, un jonc à la main, ses maigres jambes flottant dans des guêtres trop larges, et il demanda d'un ton lugubre, presque désolé: « Mademoiselle, où devrais-je vous rejoindre ?»« Ma foi, je n'en sais rien, » répliqua Christine, qui avait peine à contenir l'ardeur de sa fringante monture. « Monsieur le baron vous le dira. » Le chevalier adressa la même question à la Rocheboisseau, qui répliqua distraitement: « Quelque part du côté du bois brûlé, et partout où besoin sera. » Cette réponse n'était pas de nature à satisfaire M. de Magnac, et il allait insister pour obtenir des indications moins vagues. On ne lui en laissa pas le temps. Le baron fit signe à Christine, et tous les deux, rendant la main à leurs chevaux, partirent au galop, après avoir salué légèrement. Encore le digne écuyer d'honneur eut-il le chagrin d'entendre l'espiègle jeune fille pousser en s'éloignant un éclat de rire moqueur. Le pauvre Magnac soupira. Cependant il ne perdit pas courage et résolut de faire tous ses efforts pour atteindre au plus tôt la fugitive. Il se mettait déjà en marche avec cette attention, quand le Gris, galamment équipé en chasseur et le fusil sur l'épaule, s'approcha de lui. « Monsieur le chevalier, dit-il avec courtoisie, vous avez sans doute hâte, ainsi que moi, de rejoindre notre noble hôtesse et monsieur le lieutenant de louveterie. Nous les retrouverons inévitablement au bois brûlé, mais comme je ne connais pas le pays, et comme je pourrais facilement m'égarer dans ces bois immenses, voudriez-vous m'accorder l'honneur de votre compagnie jusqu'au lieu du rendez-vous ?» Magnac ne manquait pas de motifs pour se défier de Legris, qu'il savait être l'âme damnée de la Rocheboisseau. Mais comme après tout cette proposition n'avait rien que de fort naturel, il répondit d'un ton cérémonieux: « L'honneur sera pour moi, monsieur, je me mets à vos ordres, marchons. » Et pour donner l'exemple, il partit en faisant d'énormes enjambées. Ils sortirent du château et gagnèrent la forêt, dont tous les chemins, tous les sentiers semblaient familiers à monsieur de Magnac. Déjà la plupart des chasseurs s'étaient rendus à l'endroit où devait commencer la battue. On ne rencontrait plus qu'un petit nombre de traînards, et comme un silence absolu avait été commandé à tout le monde, la forêt de Mercoire avait repris son air de solitude accoutumée. Le trajet était long, et le chevalier, malgré son zèle, n'avait plus la vigueur de la jeunesse, aussi sa marche ne tarda-t-elle pas à se ralentir. Le Gris, qui épiait l'occasion, essaya de lier une conversation suivie. D'abord Magnac se tenait sur ses gardes et ne répondit qu'avec une politesse glaciale. Mais son compagnon de route, comme nous le savons, ne manquait ni d'adresse ni de ténacité, et il finit insensiblement par décider le bonhomme à se montrer plus communicatif.
Il s'engageait dans une allée de chênes étroite et sombre, où le soleil ne semblait avoir jamais pénétré, quand le gris reprit, de son ton le plus insinuant. En vérité, monsieur, j'ai toujours admiré qu'un gentilhomme de haute distinction tel que vous êtes, un ancien officier des armées du roi, ait pu accepter la position inférieure que vous occupez au château de Mercoeur. Position inférieure? Répéta le chevalier avec majesté en s'arrêtant net et en redressant sa haute taille. Qu'entendez-vous par ces expressions peu convenables? En quoi ma condition présente serait-elle au-dessous de mon rang de gentilhomme? N'ai-je pas un pouvoir absolu sur la domesticité du château? Est-il une seule personne sur toute l'étendue de ces domaines qui osât me parler avec irrévérence? Et quant à mes fonctions auprès de mademoiselle de Barjac, est-ce donc déchoir que de servir une jeune dame de qualité, qui en toutes circonstances me témoigne amitié et considération? Sur ma foi, mon jeune cadet, si vous aviez seulement un peu de sang noble dans les veines, je vous apprendrais les égards qui me sont dus. Le gris sentit qu'il avait fait fausse route, et il s'empressa d'apaiser l'irascible écuyer d'honneur. Vous ne m'avez pas compris, monsieur, dit-il doucereusement. À Dieu ne plaise que j'ai eu la pensée de ravaler monsieur le chevalier de Magnac. Seulement je ne m'expliquais pas comment, après avoir fait si longtemps la guerre et moissonné des lauriers dans les campagnes de Flandre, vous aviez pu, vous, l'un des braves soldats de Maurice de Saxe, vous habituer à la vie tranquille de ce château. On parle souvent de vous en bon lieu, monsieur le Magnac, et je n'ignore pas que vous vous êtes vaillamment conduit à la bataille de Fontenoy il y a quelque 20 ans. Cette bataille de Fontenoy, dont le gris venait d'évoquer le souvenir, était, comme tout le monde le savait, à Mercoeur, un point sur lequel le pauvre chevalier, si réservé d'ordinaire, ne manquait jamais de s'étendre avec complaisance. Aussi Magnac tressailla-t-il à ce nom. Ses traits se déridèrent subitement, et il répondit en se remettant en route. En ce cas-là, monsieur, je suis fâché qu'une méprise. Nous avons la tête chaude dans notre famille, mais cette fois j'ai tort, j'en conviens. Oui, jeune homme, on vous a dit vrai, j'étais à Fontenoy, et peu de personnes ont vu ce que j'ai vu, car ce fut une terrible affaire, et ceux qui s'y trouvèrent commencent à n'être plus très nombreux aujourd'hui. En même temps, il entama un interminable récit sur les marches et les contre-marches des Français avant la bataille, sur la valeur et l'habileté de Maurice de Saxe, sur le rôle décisif que joua la maison du roi dans le gain de cette journée. La glorieuse épopée était loin de toucher à son terme, quand on atteignit une espèce de clairière. Quelques hommes armés de fusils se cachaient derrière les épées. On se trouvait enfin sur la ligne des tireurs. Aussitôt le chevalier s'interrompit et ne songea plus qu'à ses devoirs envers sa maîtresse. Comme il cherchait des yeux quelqu'un pour se renseigner, un garde, qui semblait avoir autorité dans cette partie du bois, s'approcha poliment. « Messieurs, dit-il à voix basse, vous ne devez pas rester ainsi en vue, car vous pourriez inquiéter la bête qui est là, dans ce taillis. »« Bien, bien, Pierre, » répondit le chevalier en reculant de quelques pas. « Nous cherchons mademoiselle de Barjac et monsieur le baron de la Rocheboisseau. Où se trouvent-ils maintenant? »« Ils ont traversé le Tiré tout à l'heure, monsieur, et ils doivent être aux 4 coins. »« Il suffit. » Et Magnac, faisant signe à Legris, allait longer le bois pour se rendre à l'endroit indiqué quand le garde l'arrêta. « Pas par là, monsieur le chevalier, dit-il. Vous dérangeriez les tireurs, et vous risqueriez d'attraper une balle. Monsieur le baron a expressément défendu de franchir cette limite. Il vous faut prendre par la butte rouge. » Magnac étouffa un soupir, mais il comprenait trop bien la sagesse de ses dispositions pour les enfreindre, et revenant sur ses pas, il s'avança dans la direction indiquée. Le détour était assez long. Au bout d'un instant, le gris demanda du ton de la prière. « Eh bien, monsieur le chevalier, ne poursuivez-vous pas votre récit, qui m'a si vivement intéressé? Vous en étiez au moment où votre régiment, le régiment de Navarre, se préparait à enlever le poste du moulin à vent. » Ainsi rappelé au souvenir de ses prouesses, le chevalier continua sa narration. Mais il était maintenant distrait, préoccupé, il regardait sans cesse autour de lui, et s'interrompait fréquemment pour écouter. Cette distraction fut cause sans doute qu'il se perdut dans une foule de détails oiseux et inutiles. Toujours est-il que l'ennemi tenait encore quand les 2 chasseurs arrivèrent au carrefour de la forêt qu'on appelait les 4 coins. Là, ils se trouvèrent de nouveau sur la ligne des tireurs. Dans le carrefour même, un piqueur et plusieurs domestiques gardaient les chevaux du baron et de mademoiselle de Barjac, mais le chef de la chasse et la belle châtelaine en étaient partis à pied, au dire des gens de service, depuis plus d'une demi-heure. « Et de quel côté ont-ils tourné » demanda le chevalier. « Ma foi, je ne sais pas trop, » répondit le piqueur, qui avait dans l'accent quelque chose de goguenard.
Il m'a semblé pourtant qu'il gravissait le penchant de la Monadière. Et il indiquait nonchalamment une montagne voisine. Le chevalier regarda de ce côté avec attention. Sur le flanc de la Monadière, les arbres devenaient rares, et il cessait bien avant le sommet, qui était nu et couronné de rochers abrupts. Maintenant, une nuée blanche et immobile enveloppait la partie supérieure de la montagne, et ne permettait pas de distinguer des formes humaines à cette distance. Dit le gris à son guide, après quelques minutes d'observation. Je crois que nos chasseurs feront bien de se hâter. Ces vapeurs s'accumulant sur la montagne annoncent sûrement un orage pour ce soir. Vous savez le dicton du pays. Quand la Monadière prend son chapelle, berger, prends ton mantel. Mais le chevalier ne s'inquiétait pas de pareils pronostics. Il avait bien d'autres soucis. Il ne savait plus de quel côté continuer ses recherches, quand un coup de feu partit de la Monadière, sur la limite même de ce nuage, que les habitants du voisinage appelaient son chapelle. C'est le signal, dit le piqueur à demi-voix. Monsieur de la Rocheboisseau vient de tirer. Maintenant, attention, la battue va commencer. En effet, de la profondeur des vallées s'éleva bientôt un bruit, encore éloigné mais étrange, discordant, sauvage, qui allait toujours croissant, et qui prit enfin les proportions d'un formidable charivari. Les rabatteurs se mettaient en marche pour débusquer la bête des fourrés où elle s'était établie, et la pousser vers la ligne beaucoup moins bruyante, mais plus redoutable des tireurs. Ceux-ci, l'œil et l'oreille au guet, le doigt posé sur la détente de leurs fusils, se blottirent en silence derrière les buissons et les troncs d'arbres. Seuls, le chevalier et le gris demeuraient debout au milieu de la clairière. Le piqueur leur dit avec impatience: « Vous ne pouvez rester ici, monsieur. Votre vue déterminerait peut-être le loup à rentrer sous bois et à revenir sur les traqueurs. Nous avons affaire à un animal madré, qui connaît toutes les finesses de son vilain métier. Cachez-vous donc, ou bien... » Nous partons, dit Magnac. J'ai bien remarqué l'endroit de la montagne d'où monsieur La Rocheboisseau a donné le signal, et je sais où retrouver ma jeune maîtresse. Venez-vous, monsieur le Gris, ou voulez-vous rester ici et tenter la chance de décharger votre arme sur la terrible bête du Gévaudan? Le Gris était violemment tenté, mais se rappelant les recommandations pressantes de son ami le baron, il ne montra aucune hésitation. « Je ne vous quitte pas, répliqua-t-il. Cependant, ne vaudrait-il pas mieux... » Un geste à la fois impérieux et suppliant du piqueur interrompit leur conversation, et ils se hâtèrent de rentrer dans le bois. Ils suivirent alors un petit sentier, qui s'élevait en serpentant sur la croupe de la Monadière. Insensiblement, la forêt s'éclaircit autour d'eux, à mesure que la pente semblait plus roide et plus escarpée. Les hautes futaies se changèrent en taillis, les taillis en arbustes et en broussailles, et enfin les voyageurs atteignirent un espace découvert, d'où ils auraient pu voir toute la contrée à plusieurs lieues à la ronde. Mais ils n'en étaient guère plus avancés. Au-dessous d'eux, montagnes et vallées étaient cachées par un luxuriant feuillage. Au-dessus de leur tête s'étalait comme un dôme la nuée blanche et lumineuse, à travers laquelle on distinguait faiblement la crête irrégulière et dentelée de la Monadière. Pendant qu'ils opéraient leur ascension, le vacarme continuait au pied de la montagne. Par moments, il semblait moins fort et moins nourri. Sans doute alors les pauvres traqueurs, empêtrés dans les halliers qu'ils devaient battre pouce à pouce, avaient moins de liberté pour se livrer au charme de la musique. Mais bientôt le fracas recommençait avec une vigueur nouvelle. On eût dit de la chasse infernale qui se fait entendre, suivant la tradition populaire, dans les grands bois par les nuits de tempête. Sur cette basse lugubre se détachaient des solos de chaudron, des duos de cornes à bœuf, de brillants pizzicati de crécelles, c'était à rendre plus sourds les sourds. En revanche, tout demeurait calme et silencieux du côté des tireurs. Pas un coup de fusil, pas un cri de taillotte ou de harlou ne retentissait. Sans doute la bête, si toutefois elle n'avait pas vidé l'enceinte, devinait, avec une finesse d'instinct assez commune chez les animaux sauvages, la tactique de ses ennemis, et elle rusait afin de ne pas affronter leur balle meurtrière. Monsieur de Magnac et le Gris s'arrêtèrent un moment pour respirer sur un petit plateau, couvert de bruyère et de myrtilles, qui se trouvait aux 2/3 à peu près de la montagne. Là commençait la nuée dont nous avons parlé, et à laquelle venaient incessamment se réunir de légères traînées de brouillard, sorties des gorges inférieures. À un demi-quart de lieue plus bas s'avançait la pointe extrême de la forêt, et l'on voyait, tapi dans une touffe de genêts, le dernier tireur de la ligne. Excepté ce tireur unique, immobile dans son embuscade, il n'y avait personne sur la montagne. Rien ne pouvait faire soupçonner vers quel point le baron et mademoiselle de Barjac avaient porté leurs pas. Tout à coup un faible bruit de voix humaine sortit de la brume. Le chevalier se retourna vivement,
et désignant du doigt une espèce de coupure transversale formée dans le flanc de la montagne, un peu au-dessus de l'endroit où il s'était arrêté. « Par ici !» dit-il précipitamment. « J'avais oublié le ravin du creux au sanglier, où se trouve la hutte de Jeannot. Nous allons les retrouver là, car je viens d'entendre la voix de ma jeune maîtresse. » Et il se mit à monter de toute la vitesse de ses grandes jambes. « Mais où me conduisez-vous donc ?» demanda le gris, qui avait peine à le suivre. « Vous allez voir, ils sont là, vous dis-je. » Bientôt ils se trouvèrent sur le bord du ravin, qui était peu visible d'en bas, mais qui se creusait maintenant à leurs pieds comme un abîme. Il semblait formé par les eaux pluviales venues des cimes de la Monadière, et le fond en était jonché de pierres énormes. Cependant les pentes, hérissées de fougères, permettaient d'y descendre sans difficulté. Ce qui étonna surtout le gris fut de voir qu'une créature humaine avait osé établir sa demeure dans ce lieu maudit. Sur le revers opposé du ravin, une espèce de grotte, creusée dans le rocher, était fermée par une clôture en tronc d'arbre, à laquelle on avait pratiqué une porte et deux lucarnes servant de fenêtres. Rien de triste et de misérable comme cette habitation placée loin des hommes, dans la région des orages et des oiseaux de proie. Comme le gris examinait cette construction bizarre, plus semblable à la tanière d'un ours qu'à la demeure d'un être humain, le bruit de voix qui les avait frappés déjà se fit entendre de nouveau, et cette fois il semblait partir de la mystérieuse hutte. « Je ne me trompais pas, » reprit le chevalier. « C'est là, j'en suis sûr. Allons vite, on dirait qu'on appelle. » En prenant le gris par le bras, il l'entraîna sur la pente herbeuse du ravin. Déjà ils en touchaient le fond, où se traînaient pesamment quelques lambeaux de brume, quand des bonds précipités ébranlèrent le sol tout près d'eux. Avant qu'ils eussent eu le temps de se retourner, un animal énorme, la gueule béante, les yeux en feu, s'élança sur eux, les renversa du choc en poussant un sourd grognement, puis, sans leur faire d'autre mal, continua sa route vers l'extrémité du ravin. À peine la bête féroce avait-elle cessé d'être en vue qu'un formidable éclat de rire partit on ne sait d'où, comme si quelque malin démon eût applaudi à leur mésaventure. Mais ce fut seulement un peu plus tard que le chevalier et le gris se rappelèrent cette dernière circonstance. Étourdis par la charge impétueuse de l'animal, auquel ils avaient involontairement barré le chemin, ils restaient étendus à terre sans songer à se relever. Enfin ils s'y décédèrent, et le gris, le premier, recouvrant sa présence d'esprit, alla ramasser son fusil qui avait sauté à 10 pas de là. « C'est la bête du Gévaudan !» disait-il d'une voix étouffée par l'émotion. « Défendons-nous !» « Oui, c'est la bête en effet, » répliqua le chevalier en portant la main à son visage contusionné. « Et que le diable l'emporte, elle m'a donné un rude soufflet. Mais comment aucun chasseur ne se trouvait-il là pour garder le passage ?» Il fut interrompu par des cris perçants suivis bientôt d'une exclamation déchirante, qui s'élevèrent de la hutte dont nous avons parlé. Magnac et son compagnon tressaillirent. « C'est la voix de ma maîtresse !» s'écria le chevalier. « J'ai reconnu aussi la voix du baron, » dit le gris. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement, et mademoiselle de Barjac parut sur le seuil. Christine avait la tête nue, les cheveux épars, le teint rouge et enflammé. Elle tenait à la main un couteau de chasse dont la lame était souillée de sang. En se trouvant face à face avec Magnac et le gris, elle ne montra ni étonnement ni crainte, mais elle les regarda d'un air sombre et dit avec égarement: « Vous venez trop tard. Je l'ai tué. Entrez là-dedans, vous y trouverez ce beau veneur. » Elle jeta le couteau ensanglanté aux pieds des deux compagnons glacés d'effroi, et se mit à descendre la montagne en courant comme une folle. Fin de la section 7, lue par Stéphanie. Section 8 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 8. Le creux au sanglier. Voyons maintenant ce qui s'était passé entre la Rocheboisseau et mademoiselle de Barjac, quand ils avaient quitté ensemble le château de Mercoire. Christine, en galopant sur son fougueux petit cheval noir dans les longues avenues de la forêt, ne pouvait contenir sa joie. Elle se croyait revenue au temps heureux de son enfance, alors que son père et son oncle se livraient dans ces mêmes bois au tumultueux plaisir de la chasse. Sa brune figure brillait des couleurs de la santé, ses narines roses se dilataient, comme pour mieux aspirer l'air libre et pur de la campagne. Il n'était pas jusqu'à l'absence de ses mentors habituels qui n'ajoutât à son ravissement. Elle riait aux éclats de la manière dont elle avait échappé à son inévitable écuyer d'honneur.
elle s'abandonnait sans contrainte à tous les caprices de sa fantasque nature. Tantôt elle lâchait la bride du petit Buck, qui, la crinière au vent, dévorait l'espace, tantôt elle l'obligeait à caracoler sur place et à ronger son mors d'argent. De la mèche de son fouet, elle coupait en se jouant les branches basses des arbres ou les fleurettes de gazon. Quand elle rencontrait quelque chasseur sur son chemin, elle le saluait par un mot joyeux ou par un sourire. Le bonheur semblait déborder de son âme. L'élégant gentilhomme qui l'accompagnait était pour elle comme la personnification de toute cette liberté, de toute cette agitation, de tout ce contentement. Aussi semblait-il à la Rocheboisseau que jamais elle ne lui avait montré autant de bienveillance. Elle approuvait ses projets, elle applaudissait à ses saillies. Une sœur n'eût pas agi différemment avec un frère bien-aimé. Ils s'avançaient côte à côte, échangeant à l'envi l'un de l'autre des observations malicieuses. Et les passants, témoins de ce charmant accord, en tiraient les présages les plus favorables pour le prochain changement de nom de la jolie châtelaine. Mais autant Christine mettait de candeur dans ses manières avec le baron, autant celui-ci déployait d'astuce et de dissimulation. Sa gaieté n'était que factice, son aisance étudiée. Il analysait chaque parole, chaque geste, chaque sourire de la trop confiante enfant, et les notait dans sa mémoire. Toutefois, il avait trop d'expérience en ce genre pour prendre d'abord au sérieux un entraînement peut-être passager. Il soupçonnait qu'une parole trop directe suffirait pour effaroucher cette âme expansive et la mettre sur ses gardes. Il affectait donc la même légèreté, la même étourderie. Il laissait son impudente compagne s'enivrer en sécurité d'air et de soleil, mais il épiait secrètement les progrès de cette ivresse et s'arrangeait pour en profiter. Tant qu'il eut à veiller aux immenses préparatifs de la chasse, il lui fut impossible de causer intimement avec mademoiselle de Barjac, mais on remarqua ce jour-là avec quelle facilité le baron de la Rocheboisseau, habituellement fort rigoureux en matière de vénérie, approuvait les dispositions prises par ses gens, auxquels du reste il avait donné ses ordres le matin. On eût dit qu'il avait hâte d'en finir. Il écoutait à peine, il ne répondait que par monosyllabes et avec une sorte d'impatience. Enfin, après que Christine et lui eurent parcouru à cheval toute la ligne des tireurs et reconnu que chacun se trouvait à son poste, ils laissèrent leur monture aux quatre coins, comme le lecteur le sait déjà, et commencèrent à gravir la monadière, d'où devait partir le signal de la battue, suivant une convention antérieure. Mademoiselle de Barjac, sa longue robe relevée dans sa ceinture, son fusil jeté sur l'épaule, marchait d'un pas leste et dégagé. Le baron voulut lui offrir le bras, mais elle remercia d'un petit air dédaigneux, et véritablement aucune aide ne lui était nécessaire pour surmonter les difficultés du chemin. Elle avait le pied sûr, la laine douce et facile comme une chevrette sauvage. Son œil limpide mesurait tranquillement la profondeur des abîmes. La Rocheboisseau avait lui-même quelque peine à la suivre. Avec une admiration qui se mélangeait d'une satisfaction cruelle, il la regardait, légère, joyeuse et confiante, se diriger vers la portion la plus déserte de la montagne. Cependant il ne lui parlait plus, il semblait embarrassé, préoccupé de quelque sentiment secret. Christine, abandonnée à elle-même, devint rêveuse à son tour. Le calme et la solitude qui régnaient autour d'elle finirent par donner une tournure mélancolique à ses réflexions. « Baron, dit-elle tout à coup en s'arrêtant pour respirer, j'ai beau monter l'imagination, ce n'était pas ainsi que les choses se passaient du temps de mon père. Quelle chasse de béguines en pénitence nous avons ici. On n'entend ni le clatissement de la meute, ni le hennissement des chevaux, ni le cri des piqueurs, ni les joyeuses fanfares des cors. Les chasseurs restent blottis dans les buissons comme des lièvres au gîte, et les plus ardents risquent de s'endormir à leur poste. Vrai Dieu, on agissait différemment autrefois. Quand on chassait à Mercoire, 20 trompes sonnaient dans toutes les directions, 100 chiens hurlaient en suivant les traces de la bête, des gentilshommes en riches uniformes parcouraient la forêt au galop de leurs chevaux, des coups de fusil retentissaient partout. C'était un fracas, un mouvement, un éclat qui faisait frissonner de plaisir. Oh, mon pauvre père, mon bon oncle Hilaire, où êtes-vous? Et une larme tremblait comme une goutte de rosée au long cils noirs de Christine. Peste soit de ces souvenirs qui viennent si mal à propos, pensa le baron. Cependant il reprit en souriant. Patience, mademoiselle, vous oubliez qu'il est question d'une simple battue et non d'une chasse à courre comme au temps de votre honoré père. Mais si vous aimez ainsi la chasse et les divertissements qui donnaient jadis tant d'animation à Mercoire, poursuivit-il en s'approchant d'elle, avez-vous songé, mademoiselle,
qu'il dépendait de vous de voir renaître ces beaux jours? Et comment cela, mon cher baron? Demanda Christine, qui, avec sa mobilité d'esprit ordinaire, passait subitement d'un sentiment à un autre. Et pardieu, en épousant un chasseur. Mademoiselle de Barjac fit la moue. Ah, baron, dit-elle avec humeur, vous, dont je me défiais si peu, allez-vous me taquiner aussi? Vous auriez donc quelque répugnance à épouser un brave gentilhomme, bon vivant, veneur intrépide, qui vous aimerait de tout son cœur et... Je n'en sais rien. Peut-être, reprit la Rocheboisseau avec ironie, préféreriez-vous un petit jeune homme pâle, beau parleur, confit dans les livres et la dévotion, qui n'aurait de sa vie touché le fusil ou le couteau de chasse et passerait le temps à débiter de vertueux discours sur toutes choses? Les jeunes demoiselles se prennent souvent de tendresse pour ces timides agneaux échappés à la dent du loup. Christine interrompit avec impatience. Monsieur le baron, dit-elle fièrement, je ne feindrai pas de ne pas vous comprendre. Pourquoi m'attribuez-vous un sentiment de préférence pour la personne à laquelle vous venez de faire allusion? Ne vous fâchez pas, mademoiselle. Dieu m'est témoin que je désire m'être trompé. Mais enfin, comment interpréter autrement l'émotion extraordinaire que vous avez montrée hier à l'arrivée de ce neveu du père Bonaventure? Votre douleur à la vue de quelque mésérable égratignure, le sentiment irrésistible qui vous a poussé à emporter ce jeune homme dans vos bras en présence de tout le château. Hein, reprit mademoiselle de Barjac. Est-ce ainsi que le monde juge un simple mouvement d'humanité? Je m'en étais douté, et c'est pour cela que ce matin... Tenez, baron, je serai franche avec vous. J'éprouve pour ce jeune homme, qui est pour moi un ami d'enfance, une estime et une amitié dont je n'ai pas à me cacher. On en pensera ce qu'on voudra, seulement on devra considérer qu'il n'est pas de ma condition et qu'il est le protégé de gens dont j'ai toujours impatiemment supporté la domination. Cela dit, laissez aller les suppositions absurdes et les sots propos. Je m'en soucie comme des neiges de l'an passé. Décidément, elle ne l'aime pas, pensa le baron. Mais presque aussitôt la réflexion lui suggéra que Christine pouvait le tromper, ou, ce qui était plus probable, se tromper elle-même. J'ai pris pourtant depuis hier des informations sur M. Léonce, poursuivit-il avec insistance, et l'on assure que votre manière d'être envers lui présente un caractère tout particulier. Votre affectation même à ne pas vous informer de ces nouvelles après lui avoir montré un intérêt si compromettant. Ne voyais-je pas bien que l'on pouvait interpréter contre moi cette démarche innocente? Mais il est vrai, la Rocheboisseau, ajouta Christine avec une sorte d'embarras. Je ressens en présence de Léonce un embarras, une gêne, que nulle autre personne au monde ne saurait m'inspirer. Il m'a toujours témoigné beaucoup d'affection, mais il est si raisonnable, si rigide, que je craindrais plus que la mort sa désapprobation. Cet aveu naïf ne parut pas être du goût de la Rocheboisseau, qui reprit d'un ton de pitié. Je le vois, Christine, pauvre enfant. Vous subissez déjà l'influence des puissantes intrigues dont vous êtes entourée, et dont peut-être vous ne soupçonnez pas l'importance. Ces moines, qui s'arrogent sur vous une autorité absolue, veulent sacrifier votre bonheur à leurs projets ambitieux, et ils ont certainement ourdi quelque trame secrète où votre inexpérience se laissera prendre. Ce n'est pas sans raison, croyez-moi, que ce jeune homme, leur créature, se trouve continuellement sur votre chemin. On a savamment combiné l'impression qu'il pouvait produire sur vous, et le ténébreux complot semble devoir bientôt réussir. Ce neveu de l'artificieux père Bonaventure a conquis dans votre cœur une place plus grande que vous ne pensez. Il ne l'ignore pas, et il en conçoit une vanité dont je puis moi-même rendre témoignage. Christine se redressa brusquement, ses noirs sourcils se froncèrent. « Que dites-vous, baron ?» demanda-t-elle. « Léonce se serait-il vanté en votre présence d'une préférence de ma part? Je vous adjure, sur votre honneur de gentilhomme, de me répondre avec franchise. »« Je n'affirme pas qu'il s'en soit vanté positivement, » répliqua la Rocheboisseau d'un air cauteleux, « mais j'ai pu constater que cet insolent roturier nourrissait à votre égard des espérances téméraires, et ces espérances, votre indulgence pour lui les justifie suffisamment. » Mademoiselle de Barjac se taisait. Elle éprouvait une violente agitation intérieure. Enfin, elle parvint à se dominer, et reprit d'un ton sec. « Toutes ces suppositions n'ont pas le sens commun. Mordieu, on ne disposera pas de moi sans mon assentiment, peut-être, et si jamais on osait le tenter. Mais en vérité, baron, poursuivit-elle en tournant sa colère contre la Rocheboisseau lui-même, comment vous permettez-vous de me tourmenter sur un pareil sujet,
En quoi cela vous touche-t-il, je vous prie? Le baron crut l'occasion favorable pour risquer enfin quelque chose. Christine, Christine, dit-il en donnant à sa voix et à son regard l'expression la plus passionnée, pouvez-vous me le demander? Mademoiselle de Barjac baissa les yeux cette fois et rougit. Après un court silence, elle s'écria. Foin de toutes ces niaiseries sentimentales. Sommes-nous ici pour parler de sensiblerie? Un lieutenant de louveterie qui s'interrompt au milieu d'une grande battue pour débiter des fadaises à une femme? Au loup, sangbleu! Nous n'avons déjà que trop perdu de temps. Elle se remit à gravir la montagne d'un pas rapide, et le baron la suivit, satisfait et plein d'espoir. D'abord Christine ne s'était pas fâchée des aveux assez clairs pourtant qu'il venait de laisser échapper. Ensuite ses insinuations malveillantes au sujet de Léonce avaient évidemment produit une vive impression sur l'orgueilleuse jeune fille. Comme il s'applaudissait de son succès, mademoiselle de Barjac lui demanda. « Baron, avez-vous eu soin de poster un de vos meilleurs tireurs dans le creux au sanglier ?» Et elle désignait de la main la profonde coupure pratiquée dans le flanc de la montagne. « Je ne crois pas, » répliqua la Rocheboisseau. « C'est une faute, alors. Mais Jean aurait dû vous dire que ce ravin est la refuite ordinaire de toutes les bêtes chassées du bois brûlé, quand elles veulent regagner les grands bois. C'était un des points les plus importants à garder. Mon pauvre père le savait bien. Dans toutes les chasses à tir, il se réservait ce poste pour lui-même. Il y a tué plusieurs sangliers, d'où le nom est resté au ravin. Vous pourriez, chère Christine, en remontrer à bien des veneurs qui se croient fort habiles, répondit le baron. Mais à l'époque où le creux au sanglier avait tant d'importance, la disposition des lieux était peut-être un peu différente. Ainsi, par exemple, les bois venaient autrefois sans doute jusqu'au débouquement de ce fossé, et ils en sont séparés aujourd'hui par un espace nu d'une centaine de pas. Une bête de grande taille qui essayerait de gagner le ravin serait immanquablement aperçue par les tireurs postés à la lisière de la forêt. Croyez-vous qu'un loup déluré, tel qu'on dit être la bête de chasse, ne pourrait pas avoir l'idée de se couler sur le ventre à la faveur du brouillard, de manière à gagner furtivement le creux au sanglier? Je vous assure que celui-ci a fait des choses plus merveilleuses encore. La Rocheboisseau examina les localités attentivement, afin de s'assurer jusqu'à quel point les prévisions de Christine étaient fondées. En vérité, mademoiselle, reprit-il avec une admiration réelle ou feinte, votre sagacité me confond. Il ne serait pas impossible, en effet, que le loup n'exécutât cette manœuvre, et j'aurais dû songer plutôt à la déjouer. Malheureusement, la faute est à présent sans remède. Tous nos tireurs sont en place et attendent mon signal avec impatience. À moins donc que vous et moi nous ne gardions nous-mêmes le creux au sanglier. Oui, c'est cela, s'écria Christine en battant des mains avec une joie d'enfant. Quel bonheur, mon cher baron! Si vous veniez à me faire tuer cette terrible bête du Gévaudan, qui ravage mes terres depuis 3 mois, qui blesse ou tue mes serviteurs et mes amis, et qui a failli dévorer l'agneau des bons pères, acheva le baron en ricanant. Mademoiselle de Barjac ne put s'empêcher de sourire. Cependant elle leva son doigt pour interdire à la Rocheboisseau ce sujet de conversation, et reprit précipitamment. Eh bien, marchons vite. Je sais un poste excellent. Une espèce de hutte construite dans le ravin, même par un de mes anciens bouviers, qu'on appelait Jeannot Grande-Dent. Cet homme, abruti par la misère, était un de ces montagnards du Mézenc, dont vous connaissez sans doute, comme moi, le caractère intraitable et farouche. Celui-ci se plaisait beaucoup dans cette affreuse tanière, et il vivait comme un sauvage. C'était à peine si, une fois par an, il descendait au château. Cette solitude continuelle finit par altérer sa raison, et il perdit presque l'usage de la parole. Le troupeau qu'on lui avait confié vaguait à l'abandon. Chaque jour quelque bête était perdue ou égarée. D'ailleurs, Jeannot Grande-Dent avait une humeur si féroce qu'il ne pouvait rencontrer nos gens sans les maltraiter. Les choses allèrent si loin que ce drôle devint la terreur du pays. Lasse d'entendre continuellement des plaintes et des lamentations à ce sujet, je pris la résolution de me débarrasser de lui. Jeannot n'était pas né sur mes domaines, je ne lui devais aucun ménagement. Aussi, un jour qu'on venait de me raconter un de ses actes de brutalité, il y a environ 3 mois de cela, je montai moi-même ici accompagné de 2 de mes gardes, qui, sans moi, les poltrons, n'eussent pas osé se charger de cette besogne. Nous chassâmes Jeannot de sa hutte avec défense d'y revenir et même de remettre jamais le pied dans mes bois. Il partit en grondant, et depuis ce temps je n'ai plus entendu parler de lui, mais nous allons retrouver la misérable habitation qu'il s'était construite, et si je ne me trompe, elle est admirablement située pour l'exécution de mon plan. Et vous ne savez pas ce que ce rustre peut être devenu? Bah,
Il sera retourné sans doute dans ces montagnes du Mézinc, qu'il n'aurait jamais dû quitter. Nous sommes bien tranquilles depuis son départ. Et n'était-ce ce maudit loup? Mais, de par le diable, s'interrompit Christine avec un accent différent. Que signifie ceci? Cette exclamation toute virile lui était arrachée par une découverte inattendue. Pendant la conversation précédente, ils étaient arrivés au bord du ravin, précisément en face de la hutte habitée par Jeannot Grandedent. Or, qu'on juge de la surprise et de la colère de mademoiselle de Barjac, en apercevant la hutte ouverte, et, sur le seuil de la porte, le personnage même dont elle venait de parler. Jeannot Grandedent était un paysan robuste d'une 50aine d'années, dont l'extérieur devait inspirer le dégoût et l'effroi. Il avait une taille colossale, mais efflanquée et amaigrie. Sa figure osseuse, bistrée et comme écailleuse, présentait un caractère bestial. Une large bouche toujours ouverte, à lèvres inférieures pendantes, laissait apercevoir de longues dents jaunes et aiguës, d'où lui venait son surnom. Ses yeux fauves et hagards étaient à demi cachés sous les broussailles de ses sourcils. Ses cheveux gris, rudes, hérissés, se confondaient avec sa barbe inculte et sordide. Il avait pour tout vêtement une chemise de toile à sac et un pantalon de même étoffe qui ne couvrait pas ses jambes velues, noires et calleuses. C'était enfin comme une hideuse dégradation de l'espèce humaine, et toute autre femme que la courageuse Christine de Barjac se fût enfuie à la vue de cette brute ignoble, aussi dangereuse peut-être que son aspect était repoussant. Au moment où la châtelaine et la Rocheboisseau parurent sur le revers du fossé, Jeannot Grandedent se trouvait, comme nous l'avons dit, à l'entrée de la hutte, les deux mains posées à terre, dans la posture si connue des singes de la grande espèce. Il restait immobile, les yeux fixés vers cette extrémité du ravin qui descendait vers le bois brûlé. Au bruit causé par les survenants, il reva la tête, mais sa première impression ne sembla pas être de la crainte, au contraire. Il agita son épaisse crinière d'un air de défi, et poussa un grondement sourd semblable à celui d'un dogue en colère. Christine, de son côté, ne se montra nullement alarmée de ces démonstrations menaçantes. L'horreur que lui inspirait cet être hideux, aussi bien que le sentiment de son autorité méconnue, surexcitait au plus haut point son organisation nerveuse. Elle reprit avec énergie, en s'adressant à Jeannot Grandedent. « Comment, coquin? Oses-tu reparaître devant moi, malgré ma défense? Que fais-tu ici? Ne t'ai-je pas dit que si tu avais l'audace de remettre les pieds sur mes domaines, je te traiterais comme une bête enragée? Mais je saurais quel est celui de mes gardes qui a toléré ta présence dans mes bois, et qui a négligé de m'en avertir. C'est Fargeau, sans doute, le maudit ivrogne. Fargeau me le payera. Eh bien, ne m'as-tu pas entendu? Pars un instant, je te l'ordonne, et n'y reviens plus. » Mais Jeannot ne bougeait pas. On eût dit que les paroles de Christine n'arrivaient pas jusqu'à son intelligence, ou du moins que cette intelligence était trop obtuse pour les comprendre. Il continuait de gronder tout bas, et faisait mine de s'élancer vers la courageuse jeune fille. La Rocheboisseau s'empressa d'armer sa carabine. « Prenez garde, mademoiselle, s'écria-t-il. Ce drôle a bien la plus mauvaise figure que j'aie vue de ma vie, et il serait capable. Ne vous mêlez pas de cette affaire, baron, reprit Christine avec autorité, mais toutefois en armant aussi son fusil. Pour Dieu! Laissez-moi donc agir à ma guise. Ce coquin ne m'intimidera pas, et je saurai bien être maîtresse sur mes terres. Puis, s'adressant de nouveau à Jeannot Grandedent, « Va-t'en, dit-elle d'un ton irrité. Tu as causé trop de mal ici pour que je puisse conserver à ton égard la moindre indulgence, la moindre pitié. Pars, et que je ne te revoie jamais. Sans Dieu! Est-ce donc pour me braver que tu me regardes ainsi? » Et elle mit vivement son fusil en joue. La vue de l'arme dirigée contre lui tira Jeannot Grandedent de son immobilité. Il se mit à bondir avec une agilité prodigieuse, mais sans oser avancer. Pendant qu'il se livrait à cette gymnastique bizarre, il disait en patois montagnard. « Tous les chasseurs sont venus, tous, tous. Mais le loup n'a pas peur. Le loup les déchirera avec ses longues dents. Le loup est rusé, le loup est fort, le loup ne craint pas les chasseurs. » Il accompagnait ces paroles, à peine intelligibles, d'un rire saccadé et convulsif. Christine ne put se défendre d'un léger frisson. Cependant elle reprit, en tenant toujours son fusil en joue. « N'abuse pas de ma patience, et sauve-toi à l'instant. Ou, de par le diable, je te tue sans miséricorde. » Cette fois, l'insensé parut comprendre ce que l'on attendait de lui. Il recula lentement, mais sans tourner le dos, et il dit avec son accent idiot. « Le loup se sauve quand les chasseurs arrivent, mais le loup reviendra, la nuit, quand les autres dormiront.
il dévorera la jeune fille. Il aime quand il y a beaucoup de morts et de sang, le loup. Il ajouta après une courte pause. Les voici, les voici. Va-t'en, loup. Dans la forêt, vite, dans la forêt, les voici. Et il se mit à longer le ravin pour gagner les grands bois. Il faisait des sauts énormes, marchant avec autant d'aisance sur les mains que sur les pieds. Il eût été difficile de reconnaître une créature humaine dans ce corps agile qui semblait voler par-dessus les rocs et les arbustes. Christine, obéissant à un sentiment indéfinissable, pressa la détente de son fusil au moment où Jeannot allait tourner un angle du fossé. Le coup partit, mais un éclat de rire accueillit cet acte d'hostilité, et quand la fumée de la poudre se fut dissipée, le maniaque n'était plus en vue. « Vous l'avez manqué, » dit le baron. « Le fait est que ce croquant allait d'un train. »« Croyez-vous donc que je l'ai visé ?» répliqua Christine avec impatience. « À quoi m'eût servi de tuer ce pauvre fou? Non, non, je voulais seulement lui inspirer une terreur suffisante pour l'empêcher de se présenter désormais devant moi, car il me cause la même impression qu'un reptile venimeux. Mais, ajouta-t-elle en prêtant l'oreille, qu'est-ce que cela? » Un vacarme assourdissant venait d'éclater dans la plaine. « C'est la battue qui commence, » répliqua la Rocheboisseau. « On aura pris votre coup de fusil pour le signal, que je devais donner précisément de cette place, et notre monde se met en marche. Allons, tout est pour le mieux. »« Hâtons-nous donc de nous poster » s'écria Christine impétueusement. « À présent que cet affreux Jeannot a quitté la hutte, nous pouvons nous y mettre en embuscade. Et si quelqu'un doit tirer la bête, j'ai l'espoir que ce sera nous. » Tout en parlant, elle descendait légèrement le talus du ravin et se dirigeait vers la cabane. La Rocheboisseau hésita d'abord à la suivre, comme si la confiance que lui témoignait cet innocent enfant eût éveillé en lui certains scrupules. Mais cette hésitation dura peu. Bientôt un sourire moqueur effleura ses lèvres, et, s'élançant dans le fossé, il s'empressa de rejoindre mademoiselle de Barjac. La hutte n'était à proprement parler qu'une cavité du rocher, à laquelle on avait fabriqué une façade grossière avec de la boue et des troncs d'arbres. L'intérieur ne contenait aucune espèce de meuble, excepté un billot de bois destiné à servir de siège. Aucun ustensile de ménage, aucun vêtement suspendu aux parois n'attestait la résidence permanente de son propriétaire. Une jonchée de fougères y répandait une agréable odeur, mais cette couche rustique ne semblait pas avoir servi encore, comme on en jugeait à la fraîcheur et à l'intégrité de ces plantes, qui sans doute, peu d'heures auparavant, ornaient encore les flancs de la montagne. La cabane, malgré sa nudité, n'avait donc rien de repoussant. Néanmoins, une circonstance singulière frappa le baron et Christine. La Rocheboisseau aperçut, dans un coin obscur, un objet assez volumineux dont il ne pouvait d'abord reconnaître la nature. Il écarta du pied la mousse qui le cachait. C'était un quartier d'agneau, encore couvert de sa laine. « Quoi donc » dit-il en faisant prestement disparaître cette chair sanglante dans une fente du rocher. « Est-ce que notre ami Jeannot partagerait la collation de la bête du Gévaudan ?» Il n'y aurait rien d'impossible, en effet, que cet homme vécût des restes du loup, répliqua Christine en détournant les yeux. Il est à peine moins féroce que l'animal lui-même. Mais, ajouta-t-elle précipitamment, c'est assez nous occuper de ce vagabond. Les rabatteurs commencent à se rapprocher de nous. La bête ne peut manquer de passer bientôt, si elle doit passer par ce défilé. Je vais recharger mon fusil, et de la fenêtre de cette hutte, je pourrai guetter au passage. Espérez-vous, avec ce jouet d'enfant, abattre le loup formidable dont j'ai vu la trace ce matin? Je vous garantis qu'une balle sortie de cette arme mignonne s'aplatirait sur son vieux cuir. Si vous avez si grand désir de tirer l'animal, je vous abandonne bien volontiers ma grosse carabine, que j'ai chargée moi-même d'un double lingot. Merci, baron, s'écria mademoiselle de Barjac, en saisissant l'arme massive qu'elle avait peine à soulever. C'est l'un des moments de veneur dont je sens vivement le prix. De ma vie, je n'oublierai ce sacrifice. Elle entr'ouvrit le petit volet de la cabane et disposa la carabine de manière à faire aisément feu sur tout ce qui paraîtrait dans le ravin. La Rocheboisseau la contemplait avec une admiration passionnée. « Chère Christine, dit-il enfin, rien ne vous presse. Le bois est très vaste, très fourré, et la bête ne le quittera sans doute qu'à la dernière extrémité. D'ailleurs, si elle se décide à percer, nous en serons prévenus par les coups de fusil et les cris des chasseurs. Croyez-en donc mon expérience, ne vous fatiguez pas à demeurer debout devant cette fenêtre, et consentez à vous reposer un peu. Cette course à cheval, cette ascension de la montagne ont dû vous lasser. Par grâce, daignez vous asseoir, ne fût-ce qu'un instant. » Christine éprouvait en effet quelque fatigue, et d'autre part elle n'osait se refuser aux instances obligeantes de son compagnon.
Laissant donc la carabine appuyée contre la lucarne, elle dit gaiement au baron. Allons, je vous crois. Mais si je manque l'occasion de tirer la bête, je ne vous le pardonnerai pas. La Rocheboisseau lui prit la main et la conduisit au billot, unique siège de la cabane. Pour lui, il s'assit à ses pieds, sur la fougère odorante, et se mit à la contempler avec des yeux enflammés. Mademoiselle de Barjac ne s'en alarmait pas. Elle avait ôté son chapeau et écarta négligemment de son front les boucles de ses cheveux dérangés par la marche. « Christine, chère Christine, » dit le baron transporté après un court intervalle de silence, « savez-vous que vous êtes la plus belle, comme la plus vaillante et la plus courageuse des femmes ?» Mademoiselle de Barjac, à son tour, le regarda d'un air de bonne humeur. « eh bien, qu'est-ce qui vous prend donc ?» demanda-t-elle avec malice. « Vous aussi, vous m'adressez des galanteries ? C'est une trahison. » « Oh, ne me parlez pas de ce ton railleur, Christine. »« Charmante enfant !» s'écria la Rocheboisseau en couvrant ses mains de baisers. « Et puisque le hasard, ou plutôt ma bonne étoile, nous réunit sans témoin, permettez-moi de vous dire combien je vous aime. » Christine essaya vainement de se dégager. « Morbleu, baron !» reprit-elle avec impatience. « Laissez-moi donc, je ne suis pas prude, mais j'entends que l'on me parle à distance et que l'on ne me gêne pas mes mouvements. »« Vous ne m'échapperez pas, adorable fille. Encore une fois, c'est ma bonne étoile qui vous met ainsi en mon pouvoir, dans cette cabane solitaire, loin des importuns et des indiscrets. Lâchez-moi, mille démons, ou je vous jure. Croyez-vous m'effrayer par cette colère de colibri? Elle vous rend plus charmante encore. Christine, je t'aime. » Et il voulut l'embrasser. Mademoiselle de Barjac, indignée, essaya de le repousser, et appela de toutes ses forces, mais ses cris semblaient devoir se perdre au milieu du vacarme qui montait toujours de la plaine. Enfin, pourtant, elle parvint à délivrer une de ses mains, et en s'efforçant d'éloigner l'insolent qui l'outrageait, elle rencontra, sous ses doigts, la poignée du couteau de chasse que le veneur portait à son côté. Ivre de colère et d'effroi, l'impétueuse jeune fille saisit cette arme, la tira du fourreau, et la plongea dans la poitrine de la Rocheboisseau. Le baron poussa un cri douloureux. Épouvantée de son action, Christine recula de quelques pas, en tenant toujours l'arme sanglante. Le riche uniforme du louvetier s'est éteint subitement d'une couleur vermeille. La Rocheboisseau s'appuya contre la paroi de la hutte. « Bien touché, ma foi, » dit-il avec un sourire amer. « Voilà ce que c'est que de s'attaquer à une héroïne. Je crois pourtant que j'ai ce que je mérite. » Et il s'affaissa sur lui-même. Christine s'enfuit. Nous savons comment, au sortir de la cabane, elle rencontra le chevalier de Magnac et le Gris, encore tout froissés de la charge furieuse de la bête du Gévaudan, et l'on peut s'expliquer les paroles qu'elle leur avait adressées. Magnac eut d'abord la pensée de suivre sa jeune maîtresse, qui descendait la montagne avec la rapidité du vent. Mais les régarés de Christine, ses discours énigmatiques, ce couteau ensanglanté qu'elle avait jeté à ses pieds, lui firent croire qu'il la servirait peut-être plus utilement en s'informant de ce qui s'était passé. Il s'empressa donc de ramasser le couteau et rejoignit le Gris, qui venait d'entrer dans la cabane. Ils trouvèrent la Rocheboisseau assis par terre, étanchant avec son mouchoir le sang qui sortait en abondance de sa plaie. Pendant que le chevalier promenait un regard investigateur autour de la hutte, le Gris s'était penché vers son ami et demandait avec épouvante. « Grand Dieu, mon cher baron, qu'y a-t-il donc? Est-ce que cette damnée demoiselle… » « Vous le voyez, mon pauvre Gris, » répliqua la Rocheboisseau. « Tel vient chercher de la laine qui s'en retourne tondue sur mon âme. Me voilà gentiment accommodé. » Le Gris lui donna tous les secours qui étaient en son pouvoir. Cependant, le chevalier de Magnac continuait son examen. À la vue du chapeau de mademoiselle de Barjac, qui était restée à terre, il devina la vérité et murmura en branlant la tête. « Je savais que tôt ou tard pareille chose arriverait. Quand on ne fuit pas l'outrage, on doit s'attendre à être outragé. Eh bien, elle me croira maintenant. » Le Gris était parvenu à bander la blessure du baron. Celui-ci dit, en essayant toujours de plaisanter, « Morbleu, maître le Gris, vous me soignez comme si vous saviez que, moi mort, votre père aurait grand-peine à se faire rembourser de mes lettres de change. Parlez-moi d'un créancier pour vous manier et vous dorloter à plaisir. Il faut que la blessure ne soit pas grave, la Rocheboisseau, puisque vous avez la force et le courage d'en rire. Mais par humanité, monsieur le chevalier, poursuivit le Gris en s'adressant à Magnac, ne m'aiderez-vous pas à soulager mon malheureux ami? La chasse est manquée, et la bête doit être maintenant à l'abri de toute poursuite immédiate. Hâtez-vous donc d'appeler les chasseurs les plus proches.
Parmi eux se trouvent sans doute des chirurgiens. Faites-les prévenir sans retard. Allons, monsieur, sortez de votre apathie s'il est possible. La circonstance en vaut la peine, que diable. N'est-ce pas à vous de réparer le mal causé par votre orgueilleuse maîtresse, ce diable en jupon, ce... Silence, maître Legris, interrompit le chevalier d'un ton menaçant. Oubliez-vous de qui vous parlez et à qui vous parlez? Il reprit après une pause. Je vais aller chercher du monde, et l'on transportera monsieur le baron au château, car on ne pourrait agir différemment sans donner lieu à des suppositions fâcheuses. Mais, d'abord, entendons-nous bien, s'il vous plaît. Monsieur le baron n'a été blessé par personne. Monsieur le baron s'est blessé lui-même en tombant sur son couteau de chasse. Racontez les détails comme vous voudrez, mais quiconque donnerait une autre cause à cet accident serait démenti par moi d'une manière nette et péremptoire. M'avez-vous bien compris, messieurs? Et comment voulez-vous que l'on admette? Le chevalier de Magnac a raison, dit la Rocheboisseau d'une voix faible. Il faut raconter l'histoire comme il le désire. Je serais trop ridicule si l'on savait la vérité sur cette sotte aventure. À merveille, messieurs, reprit le chevalier froidement. Ce point réglé, nous avons à convenir de quelque chose encore. J'ose espérer que la blessure de monsieur le baron ne sera pas mortelle, et le jour où il en sera guéri, je lui demanderai la faveur de venir avec moi sur le pré, afin que nous terminions certaines affaires suivant l'usage des gens de qualité. Il sera facile de trouver un prétexte pour ne pas discréditer des noms honorables et dignes de respect. Je m'inscris donc d'avance, afin que monsieur de la Rocheboisseau, le moment venu, m'accorde, de préférence à tout autre, l'honneur que je sollicite. Le baron lui-même ne put s'empêcher de sourire en recevant ce cartel intempestif. Si vous y tenez, répliqua-t-il, je ne vous refuserai pas cette partie de plaisir en temps et lieu, soyez-en sûr. Mais, ajouta-t-il aussitôt en retenant avec peine un gémissement, je crains fort que vous n'ayez jamais la satisfaction de me voir en face de vous, l'épée à la main. Je le regretterai infiniment, monsieur le baron. Ah ça, s'écria Legris avec impatience. Y a-t-il du bon sens de venir proposer un duel à un malheureux blessé? Magnac se tourna vers le jeune bourgeois, et quittant les formes polies qui, dans ses idées, ne pouvaient s'adresser qu'à un gentilhomme, il reprit d'un ton cavalier. Quant à vous, maître Legris, nous devons aussi nous revoir. Je vous accorderai tout le temps nécessaire pour soigner votre ami. Mais aussitôt que vos secours lui seront inutiles, je compte que vous viendrez me demander la suite de la bataille de Fontenoy. J'aurai des communications fort intéressantes à vous faire sur la manière dont nous frottions, à l'armée du maréchal, les bourgeois insolents qui se glissaient parmi nous. Jusque-là, prenez garde de vous trouver trop souvent sur mon chemin. C'est un avis charitable que je vous donne. Et il sortit, d'un pas majestueux, laissant Legris en proie à une double anxiété, pour le baron et pour lui-même. Quelques instants après, une foule de chasseurs, avertis de l'accident prétendu qui venait d'arriver, accourait à la hutte du creux au sanglier. La Rocheboisseau était sans connaissance, et les médecins qui examinèrent sa blessure la déclarèrent tout d'abord d'une extrême gravité. Après avoir pansé le baron mieux que Legris n'avait pu faire, on le posa sur un brancard improvisé, et on se mit devoir de le transporter au château. Mais le chevalier de Magnac, les premiers ordres donnés, ne parut plus s'occuper du blessé. Toute son attention se reportait maintenant sur sa jeune maîtresse, dont il se rappelait avec inquiétude le trouble et l'égarement. Il descendit aux 4 coins, où Christine avait laissé son cheval. Les domestiques annoncèrent qu'elle était revenue le prendre peu d'instants auparavant, et qu'elle s'était enfoncée dans la forêt sans permettre à personne de l'accompagner. Magnac se rendit alors au château. Mademoiselle de Barjac n'y était pas, mais Buc venait de rentrer à l'écurie, seul et la bride pendante. De plus en plus inquiet, Magnac courut dans le bois, demandant des nouvelles aux nombreux chasseurs qui se dispersaient après cette inutile et malencontreuse battue. Aucun d'eux n'avait vu mademoiselle de Barjac. Le pauvre chevalier se dépitait. Le temps passait, le jour baissait déjà, un orage était imminent, et mademoiselle de Barjac ne se retrouvait pas. Fin de la section 8, lue par Stéphanie.